Hallo zusammen. Hier bin ich wieder mal. Bonjour à toutes et à tous. Me revoilà une fois de plus en langue allemande. Car aujourd'hui, je m'entretiens avec Madame Dr. Renate Dillmann, politologue, chercheuse en médias et journaliste allemande, qui s'intéresse depuis de nombreuses années au thème du pouvoir des médias. C'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui. Chère Madame Dillmann, soyez la bienvenue. Liebe Frau Dillmann, herzlich willkommen. Oui, merci beaucoup pour l'invitation, cher Monsieur Lotta. Je trouve cela intéressant. C'est en quelque sorte la première fois que je m'adresse au Japon et je me réjouis de notre conversation. Ja, ich wollte gerne mit Ihnen reden, denn Sie sind Oui, je voulais m'entretenir avec vous, car vous êtes amis et connaissez bien le cher Monsieur Patrick Barbe, qui a également dit que vous aviez encore une fois écrit un livre très intéressant sur les médias et le pouvoir. C'est de cela, et dans une seconde partie aujourd'hui aussi, un peu de la couverture médiatique de la Chine en Europe, que j'aimerais discuter avec vous. Vous avez une introduction intéressante où vous écrivez sur le wording, le framing et les narratifs. Pourriez-vous peut-être m'expliquer brièvement quelle est, selon vous, la différence entre ces trois notions et pourquoi nous devrions prêter attention aux trois? Und warum wir auf alle drei achten sollten. Oui, je veux bien le faire. Mais avant cela, je voudrais faire une petite remarque préliminaire, si vous le permettez. Donc, dans mes analyses critiques des médias, il s'agit pour moi d'attirer l'attention sur certains éléments du reportage politique qui reviennent sans cesse et que je considère comme problématiques du point de vue de l'information, ou disons, d'un reportage au moins tenté d'être objectif. Et vous venez de dire « européen ». Mais mon analyse se limite vraiment aux principaux médias allemands. Je ne me permettrai pas de porter un jugement plus général, même pas pour le reste de l'espace germanophone, c'est-à-dire l'Autriche et la Suisse. Cependant, les spectateurs des autres aires linguistiques peuvent bien sûr réfléchir et se demander si et comment ces phénomènes sont observables dans leurs propres médias. Voilà pour la remarque préliminaire. J'en viens maintenant aux questions. Le wording, qu'entend-on par là? Cela signifie que, déjà dans la manière de nommer, dans la désignation d'un fait ou d'un sujet, il y a souvent plus qu'une simple information. Que les journalistes allemands appellent quelque chose une guerre, comme dans le cas de l'Ukraine, ou qu'ils l'appellent une intervention ou une mission, comme dans le cas de l'Afghanistan ou de la Yougoslavie, ça ne se détermine pas du tout par la nature de l'événement, c'est-à-dire par l'armée impliquée, la violence exercée ou autre chose de ce genre, mais plutôt par une attitude de rejet ou d'approbation envers cet événement. Et cette attitude correspond d'ailleurs généralement à la politique étrangère allemande. Dans les cas de l'Afghanistan et de la Yougoslavie, on ne voulait justement pas parler de guerre, mais plutôt d'une manière quelque peu euphémisante, d'intervention ou de mission. Et la presse allemande s'est comportée en conséquence. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il est écrit « intervention » sur le site internet de la Bundeswehr. Intervention en Afghanistan, et ainsi de suite. Vous trouverez sur le site de la Bundeswehr la mention « Mission en Afghanistan terminée ». Exactement. Et cette même presse tient absolument à ce que l'on appelle la guerre en Ukraine, la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Donc là, on est très clair sur la désignation de ce qui se passe, n'est-ce pas? Oui. Absolument, toujours avec les ajouts essentiels comme guerre d'agression en violation du droit international, afin de qualifier vraiment cette guerre de manière massive d'illégale, ce qui, en principe, aurait aussi été le cas pour les interventions en Afghanistan et en Yougoslavie qui ont eu lieu avec la participation de l'Allemagne. Mais là, on n'a pas voulu le formuler ainsi, on n'a pas voulu le dire aussi clairement, et on a plutôt justifié et banalisé cela en parlant d'intervention. Nous construisons des écoles pour filles, nous forons des puits,
c'était cela le récit, ou de mission dans le cas de la guerre du Kosovo, nous venons en aide aux Kosovars menacés. Prochain exemple. Qu'on appelle quelque chose gouvernement ou régime, cela relève aussi d'un choix de mots qui ne découle pas, comme on pourrait le penser, du fait que les personnes concernées aient été élues, ce qui, soit dit en passant, est un critère politique issu de la conception occidentale de la démocratie représentative, mais bien plutôt de la sympathie ou de l'antipathie politique envers un autre pays. Les détenteurs du pouvoir en Arabie Saoudite ou aux Émirats, par exemple, ne sont jamais qualifiés de régime par les journalistes allemands, alors que le président russe Poutine ou Xi Jinping en Chine le sont systématiquement. Les doubles standards, oui. Les doubles standards? Tout à fait. Pour vous, tout cela relève encore de la catégorie du choix des mots, pas encore de l'encadrement discursif. Exactement, je formulerai d'abord cela comme une question de formulation. Le terme framing, en revanche, désigne en fait une vision globale d'un événement. Comme son nom l'indique, il s'agit de poser un cadre permettant aux journalistes et aux consommateurs de médias d'adopter une perspective commune sur un événement. Voici un exemple. La Syrie, par exemple, est actuellement traitée de manière insistante dans les informations allemandes sous le titre de « Libération ». Que cela corresponde ou non au ressenti de certains ou de tous les Syriens, ou que cela exprime surtout le soulagement des médias allemands et du gouvernement allemand de voir enfin partir le dirigeant Assad, qu'il n'appréciait guère. Libération, cela reste à déterminer dans ce contexte. Je vais prendre un autre exemple, encore une fois l'Afghanistan. Dann nehme ich noch mal ein anderes Beispiel, nochmal Afghanistan. Damals hieß eine Schlagzeile aus dem Afghanistan-Krieg. À l'époque, un titre sur la guerre en Afghanistan disait « Des extrémistes attaquent la Bundeswehr ». Le cadrage était le suivant. La Bundeswehr, l'armée allemande, se trouve certes, géographiquement parlant, à 5000 km à l'est du territoire allemand, mais l'idée de l'article est qu'elle a légitimement sa place là-bas, qu'elle est attaquée. Par qui est-elle attaquée? Bien sûr, pas par le peuple afghan, qui aurait peut-être préféré que les soldats allemands quittent son sol, mais par des extrémistes. Donc il s'agirait de forces extérieures au peuple afghan. Et on peut tout à fait imaginer que si l'on part du principe que seuls des extrémistes peuvent s'opposer à la présence de l'armée allemande en Afghanistan, la presse allemande ait réellement été surprise par ce qui s'est passé en 2021 lors du retrait des troupes occidentales. Cela a donc bel et bien des conséquences, le cadrage que l'on choisit de présenter. Peut-être encore un dernier exemple, car cela se produit très souvent. Les reportages sur des manifestations dans des pays amis de l'Allemagne sont presque toujours présentés sous l'angle de la manière dont le gouvernement local parvient à gérer ces manifestants de façon élégante et sans problème. On insiste alors systématiquement sur la violence des manifestants, comme ce fut le cas pour les Gilets jaunes en France. En revanche, lors de protestations dans des pays que la politique étrangère allemande considère comme problématiques, la situation est tout autre. En Iran, à Hong Kong, au Venezuela, les revendications des manifestants sont généralement considérées, sans plus de questionnement, comme tout à fait légitimes. Et c'est à l'inverse la violence de la police ou du régime qui est mise en avant. Voilà donc l'importance du cadrage. Et ce cadrage est incroyablement important. Je me demande parfois simplement comment il est possible que des journalistes imposent de tels cadrages évidents. Et cela me fait penser, en lien avec le dernier exemple que vous avez cité, aussi à la Géorgie récemment, des manifestations. Et la couverture médiatique allemande, même en anglais, sur Deutsche Welle, c'est une chaîne allemande, DBI en anglais, on y disait alors à quel point les manifestants protestaient pacifiquement et à quel point la police agissait violemment, tout en montrant des images de ces manifestants tirant des fusées, donc des feux d'artifice, sur le bâtiment du Parlement.
Imaginez un instant si cela s'était produit en Allemagne. Les mêmes médias auraient crié que des forces antidémocratiques tentaient de prendre d'assaut le Bundestag. Comment ce double standard est-il possible? Désolé. Cela nous éloigne un peu des récits. Mais pouvez-vous expliquer ce double standard? Oui, d'ailleurs, ce que vous avez dit est un excellent moyen de vérifier de nombreuses informations, la technique de la contre-épreuve. Il suffit simplement de s'imaginer ce qui se passerait si cela arrivait ici, ou si un journaliste afghan rapportait un fait similaire. Comment peut-on expliquer cela? Tout d'abord, je répondrai que les journalistes sont avant tout des citoyens. Ils considèrent ce qui se passe dans le monde, presque naturellement, à travers le prisme national et regardent donc le monde exactement comme on le sait déjà, globalement, c'est-à-dire en le divisant en amis et ennemis. Nous y reviendrons certainement plus en détail plus tard, mais à mon avis, c'est déjà une première réponse générale. Et alors, on ne remarque même pas qu'une minute plus tôt, on a argumenté et rapporté d'une manière complètement différente pour un autre pays. C'est un phénomène intéressant. En quelque sorte, une schizophrénie politique. L'absence de prise de conscience de son propre cadrage. Les gens ne voient donc pas comment leur cadrage est perceptible. Et puis, nous arrivons au troisième terme, le narratif. En quoi un narratif est-il différent du cadrage? J'imagine que cela devient de plus en plus large. Exactement, on pourrait en fait le désigner de la même manière. Un récit est en réalité l'interprétation d'un événement, d'un fait plus large, qui a réussi à s'ancrer d'une certaine manière dans la mémoire collective d'une population, de sorte qu'on peut le rappeler plus tard sans problème et l'utiliser pour sa propre argumentation. Nous voyons cela actuellement de façon très marquée en Allemagne, avec le récit de cette guerre d'agression de Poutine en Ukraine, présenté comme synchronisée et agressive. Ce récit fait abstraction, d'une certaine manière, de tout ce qui constitue l'histoire préalable de tous les conflits que les deux adversaires, la Russie et l'Ukraine, ont eus depuis longtemps, du rôle joué par l'OTAN, de l'élargissement à l'est de l'OTAN et de tout le reste. Cela a réussi. Cela s'est ancré en Allemagne au cours des 3 dernières années et aujourd'hui, on peut y recourir pour justifier pourquoi une nouvelle augmentation massive des armements est nécessaire, pourquoi une réintroduction du service militaire obligatoire est nécessaire face à un Poutine agressif, et ainsi de suite. On peut donc s'appuyer sur une interprétation qui s'est installée dans la mémoire collective. C'est un récit. Et ils sont extrêmement précieux. L'Allemagne a aidé à protéger l'Afghanistan, à libérer la Libye, à préserver la Yougoslavie d'autres génocides. Ces récits, n'est-ce pas? Exactement, oui. À quel point jugez-vous actuellement la situation ou l'état du paysage médiatique allemand comme étant précaire? Hautement tendancieux est le terme qu'on pourrait utiliser ici. Donc qui essaye toujours non pas d'informer un lectorat, mais de le diriger, ainsi que l'auditoire. Sur une échelle de 1 à 10, où en sommes-nous en matière de couverture médiatique orientée? C'est une question difficile. Quantifier? Je ne sais vraiment pas. Peut-être à 7 ou je ne sais pas. J'aurais dit la même chose. Cela me conviendrait aussi. Oui, c'est frappant. Oui, donc, le rétrécissement du soi-disant corridor d'opinion, comme on le dit toujours, est en fait en Allemagne, au plus tard depuis la guerre en Ukraine, mais en réalité déjà auparavant, vraiment massivement observable. Cela a donc pour conséquence très visible que des personnes auparavant bienvenues dans le débat public, par exemple Ulrike Gero, que vous avez aussi interviewé, ou Patrick Baab, ou encore d'anciens généraux comme Harald Kujat, Erich Wad, qui étaient des invités très respectés dans les débats télévisés, ou
l'expert du Proche-Orient Michael Luders ou l'ancienne correspondante en Russie Gabrielle Kronschmalz ont été en quelque sorte exclus du jour au lendemain des talk-shows des chaînes de télévision allemandes. Ils ont eu des difficultés à trouver des lieux pour donner des conférences publiques. Ils ne pouvaient plus du tout publier dans tous les médias, certains ont même été licenciés dans des universités et autres situations similaires. Ce sont donc des mesures qui ne sont vraiment pas négligeables. Et elles sont aussi censées avoir un effet dissuasif sur d'autres, disons, dissidents, qui ne veulent pas adhérer à la ligne d'interprétation officiellement prévue. Je ne sais pas, devrions-nous peut-être donner ici aux auditeurs un bref aperçu du paysage médiatique allemand? Cela pourrait être intéressant et n'est pas forcément connu de tous. Donc, en Allemagne, si l'on résume grossièrement, il y a d'abord les maisons d'édition de journaux. Ce sont les grands quotidiens nationaux, la Frankfurter Allgemeine, la Süddeutsche, Die Welt, le Handelsblatt, le Bild-Zeitung, et il y a les journaux régionaux. Ces maisons d'édition sont des entreprises privées et elles veulent d'une part tout simplement gagner de l'argent avec le commerce de l'information. Premier point. Et le second est le suivant. Parce qu'elles opèrent dans le secteur de l'information en tant qu'entreprise, elles sont reconnues comme des entreprises à tendance. Cela signifie qu'il est reconnu par l'État que les propriétaires économiques d'un journal déterminent l'orientation politique du journal et peuvent ainsi, bien entendu, exercer une influence politique. Par exemple, être économiquement libéraux, favorables à l'OTAN, etc. Ainsi, la concurrence économique entre les maisons d'édition rend naturellement la concentration nécessaire. Il ne reste aujourd'hui en Allemagne que quelques grands groupes de presse. Cela conduit à des rationalisations, y compris dans les rédactions. Et pour les journalistes, cela signifie qu'il y a moins de temps pour les enquêtes. Il en résulte une tendance à s'aligner sur des communiqués de presse d'entreprise ou de la politique, ou sur les dépêches d'agences. Et il en découle une tendance, c'est un point important, à ce que le reportage sur la politique et l'économie devienne un reportage pour la politique et l'économie. Une petite différence, mais de taille. Et la multiplication des contrats de travail précaires, avec de moins en moins de journalistes en poste fixe, rend bien sûr aussi vulnérable au chantage des rédacteurs en chef ou des échelons supérieurs. Voilà. Oui, M. Barbe l'a toujours souligné lors des discussions. Même sans donner de directives éditoriales à ses collaborateurs indépendants, ils finissent par comprendre quels articles se vendent et lesquels non. Et alors, on vend simplement ce qui peut se vendre. Et c'est ainsi qu'on obtient une certaine uniformité. C'est ça, exactement. En Allemagne, il existe aussi, c'est peut-être un peu particulier, ce n'est pas le cas partout, la radiodiffusion de services publics. Cela inclut d'ailleurs aussi la télévision. À l'époque, on l'appelait encore ainsi, car la télévision n'existait pas encore. Il s'agit donc de la première chaîne allemande, l'ARD avec ses stations régionales, et de la deuxième chaîne allemande, la ZDF. C'est en fait une institution qui existe depuis la Seconde Guerre mondiale. Fondée par les Alliés comme, et c'est intéressant, une institution indépendante de l'État sur le modèle de la BBC anglaise. Il s'agissait d'éviter qu'il y ait à nouveau en Allemagne un instrument de propagande gouvernementale comme il y en avait eu sous le Reich. Et c'est pourquoi l'audiovisuel public n'est pas financé par l'impôt et n'est évidemment pas non plus capitaliste privé, mais il est financé par les redevances obligatoires des ménages privés. Donc toutes les personnes qui possèdent une radio ou une télévision doivent le financer. Il n'est donc pas soumis à la même pression financière,
que les médias privés capitalistes. Et maintenant une différence de fond essentielle, contrairement aux éditeurs privés, où la préférence politique des propriétaires peut s'exprimer, l'audiovisuel public est en principe tenu à l'objectivité. Il doit refléter de manière équilibrée le spectre des opinions politiques en Allemagne. Mais dans la réalité, cette exigence ressemble un peu à ce que nous venons de décrire. Les mécanismes de formulation, de cadrage, de récit s'y manifestent également partout. Natürlich auch da überall zum Zug kommen und dass auch in den Et il est également vrai que dans les émissions de débat très populaires en Allemagne, ce sont toujours les mêmes voix issues de l'économie, de la politique et de la culture qui sont invitées. Et que, disons-le, les opinions sérieusement divergentes n'y ont pas leur place. Je trouve d'ailleurs assez intéressant de le souligner explicitement pour les spectateurs de pays qui se font peut-être des illusions sur ce que serait, disons, un espace public libre et démocratique avec une liberté d'opinion et de presse garantie par l'État. En Allemagne, c'est tout aussi dirigé et étroit que probablement dans leur pays aussi. Et oui, à côté de cela, il existe bien sûr quelques petits journaux quotidiens de gauche ou de droite, quelques plateformes en ligne, des podcasts et ce genre de choses qui proposent des informations alternatives, des analyses et aussi un peu de critique des médias. Cela rencontre parfois un certain succès. Il n'est pas vrai qu'il n'existe pas de médias alternatifs, ni de points de vue alternatifs. Un problème que nous avons clairement, et ce n'est pas seulement le cas en Allemagne, mais aussi en Autriche et en Suisse, c'est que les grands groupes médiatiques, et surtout les grands journaux ainsi que les chaînes de service public, n'abordent même pas beaucoup de ces débats, ou bien ils les discréditent d'emblée. Et c'est là que j'aimerais vous poser une question, car il existe un mot intéressant en allemand. Les spectateurs qui écouteront cette conversation plus tard dans d'autres langues, il est un peu difficile de bien rendre cela maintenant, mais en allemand, ce mot s'appelle Deutungshoheit, donc le droit ou la souveraineté de celui qui raconte d'avoir aussi le pouvoir d'interpréter et de pouvoir imposer cette interprétation. J'ai fait des recherches à ce sujet, c'est assez facile à retracer. Ce terme n'est apparu qu'autour des années 1990. On ne le trouvait pas auparavant dans les livres de langue allemande. Le mot Deutungshoheit semble être lié d'une certaine manière à notre époque. Était-ce mieux avant? Était-ce mieux dans les années 60, 70 et 80 en RFA? Oui, on peut bien sûr constater que, enfin, au départ, c'était bien pire, pas du tout mieux. L'époque Adenauer et le début de la guerre froide, etc., représentaient évidemment un espace public en Allemagne, tout aussi formaté que je le qualifierais aujourd'hui. Le mouvement étudiant de 68, avec sa critique, encore une fois, ici en Allemagne, il n'y a même pas encore de véritable démocratie, c'est pratiquement encore le fascisme qui règne, et sa critique de la guerre du Vietnam et de l'adhésion de la République fédérale à l'OTAN a d'abord introduit certains sujets dans l'espace public allemand et exigé qu'on leur donne la parole. Et ce mouvement était tellement large qu'à un moment donné, il n'était tout simplement plus possible de le réprimer. Le mouvement étudiant a effectivement eu le mérite de briser ce discours formaté en RFA, et c'est ainsi qu'un certain pluralisme auquel on a commencé à accorder un peu d'importance à partir de ce moment-là a pris son essor, notamment avec le premier gouvernement social-démocrate, l'ère Brandt, etc. Oui, il y a alors eu, je dirais, un pluralisme autorisé par l'État, un débat autorisé sur le pour et le contre, sur le plus de démocratie, et ainsi de suite, qui s'est accompagné, soit dit en passant, d'interdictions professionnelles, afin que tout le monde sache bien où se trouvent les limites. Donc il ne fallait pas que cela aille trop loin.
Ja, und Sie haben jetzt gesagt 1990er Jahre. Oui, et vous venez de dire que dans les années 1990, la question de la souveraineté de l'interprétation a émergé. Fait intéressant, cela s'est produit après l'abandon de l'Union soviétique à la fin de la guerre froide, dans la conscience que l'Occident avait clairement gagné et qu'avec sa forme de capitalisme et de démocratie, il se trouvait désormais sur la voie définitivement justifiée pour le monde. Oui, il n'était alors plus nécessaire de reconnaître des opinions divergentes ou critiques. C'est en quelque sorte la fin du discours. On se considère dans son droit, y compris en matière de souveraineté de l'interprétation. En Allemagne, je dirais que la première véritable rupture à ce sujet a eu lieu en 2013-14 avec l'Euromaïdan. 2013-14 mit dem Euromaidan. Damals gab es gegen die À l'époque, il y a eu des protestations si massives de la population contre la couverture médiatique vraiment unilatérale et très hostile à la Russie que, pour la première fois, le Conseil de surveillance des programmes, un organe de contrôle interne au sein des médias publics, a adressé des réprimandes concernant cette couverture. Cela ne s'était encore jamais produit, c'était quasiment unique, et cela a mené jusqu'à l'apparition du terme « presse mensongère ». Les médias publics ont alors réellement rencontré un certain problème, celui de risquer de perdre leur autorité interprétative. Si une part relativement importante de la population les perçoit ainsi, si on ne leur fait plus confiance, alors leurs informations perdent en quelque sorte leur crédibilité. Et dans ce cas, ils ne peuvent évidemment plus transmettre les récits souhaités à la population comme ils l'entendent. C'était un problème sérieux. Das war ein ernsthaftes Problem. Mais ces dernières années, nous avons plutôt constaté une recrudescence de ce phénomène, c'est-à-dire cette volonté d'imposer un certain cadrage du discours. Et il ne s'agit même pas nécessairement de la guerre en Ukraine. Je pense aussi à toute la période du Covid, à quel point les médias en Allemagne, mais aussi en Suisse et en Autriche, ont fortement insisté pour qu'une certaine interprétation de ce qui se passait à ce moment-là soit acceptée comme vraie. Et ceux qui ne s'y conformaient pas étaient considérés comme faisant partie du problème. Comment percevez-vous cela entre 2014 et aujourd'hui? Ce mouvement de résistance s'est-il renforcé ou, au contraire, la répression s'est-elle accentuée? Donc, les médias ont vraiment perçu cela comme un problème, mais ils ont réagi d'une manière étrange, à savoir en se sentant offensés. C'est donc pas que cela a été pour eux un motif de réflexion autocritique ou quelque chose de ce genre. Non, cette période a même conduit à ce que certains journalistes de l'ARD et de la ZDF quittent leur poste à l'époque. Donc des personnes qui prenaient en quelque sorte l'éthique journalistique au sérieux, comme Patrick Barth, mais aussi Klingenkammer, Bräutigam, etc., Reinhard Lauterbach, qui travaille désormais pour la Jungwelt. Ce sont tous des exemples de personnes qui ont dit « Je ne peux plus cautionner cette partialité et cette fausseté ». Mais ceux qui sont restés ils estiment que c'est en réalité une critique injuste à leur égard et qu'ils méritent la confiance de la population. Ils essaient de la rétablir avec des mesures telles que les vérifications des faits, la démonstration que des contre-vérités circulent ailleurs sur les réseaux sociaux et qu'il n'y a qu'à leur faire confiance, etc. Et puisque vous avez évoqué le coronavirus, il faut dire que le gouvernement a d'abord eu le problème que, pour les mesures qu'il prévoyait contre le Covid, il dépendait vraiment de l'adhésion de la population. Se restreindre de cette manière, on avait le droit de travailler, mais les contacts privés devenaient nuisibles, ce qui était en soi totalement contradictoire. Les masques ne servaient à rien, puis ils sont devenus utiles à partir du moment où ils étaient disponibles. Maintenant, tout le monde doit se faire vacciner.
parce que les vaccins sont disponibles et que nous n'avons pas d'autre stratégie. Donc ce type de mesure doit être communiqué à la population, car cela ne peut fonctionner que si tout le monde y adhère réellement. Cela a conduit à une agitation massive des médias. C'était en quelque sorte nécessaire et ils l'ont fait, de sorte que tout le monde l'a remarqué. Je pense que c'était ça le point. Une politique intrinsèquement contradictoire est maintenant transmise au public par des discussions en continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et toute personne qui ose simplement poser une question est immédiatement considérée comme un négationniste ou quelque chose de ce genre. C'était vraiment une démarche totalitaire. Das war ein wirklich totalitäres Verfahren. Nehmen Sie das auch als ein Teil der Percevez-vous cela aussi comme une partie, non pas de la stratégie, mais de la logique de ce processus? Parce que je remarque, comme un schéma, que cela se retrouve aussi maintenant dans la guerre en Ukraine, ou en partie aussi dans le cas d'Israël et de la Palestine, que cette politique poursuivie contient en partie des points contradictoires sur le fond, qui se contredisent eux-mêmes et qui sont ensuite relayés par les médias. Pour le Covid, c'était particulièrement extrême lorsque cela a été officiellement déclaré du côté politique, en anglais, « Nobody is safe until everybody is safe ». Et il s'agissait des masques, mais plus tard aussi de la vaccination. Donc tout le monde doit se faire vacciner pour que chacun soit protégé de chacun. Si une seule personne se fait vacciner, elle reste en danger. Donc la société reste en danger. C'est une contradiction en soi, car la vaccination est censée protéger la personne vaccinée. Donc, cela ne devrait plus dépendre de ce que font les autres. Et cela a été ressassé encore et encore par les médias. Et dans la guerre en Ukraine, nous voyons maintenant comment il est affirmé en même temps, ou pendant longtemps, pendant 2 ans et demi il a été affirmé, que la Russie est le plus grand danger pour l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, mais que la Russie est aussi très faible. Donc, la Russie ne peut rien faire, la Russie est en train de perdre, nous sommes en train de gagner, nous avons presque gagné. Et il faut croire les deux à la fois, mais on ne peut pas croire les deux en même temps. Et si l'on remet en question l'un de ces deux postulats, on se retrouve en marge. Est-ce que cela fait partie de la logique de fonctionnement de ces récits? Oui, absolument. On essaie effectivement de présenter les positions de manière irréfutable. Et cela signifie actuellement dans la guerre en Ukraine, premièrement, Poutine a tort, et deuxièmement, il est aussi militairement en échec. Ce sont 2 critères que l'on avance à la fois par besoin de légitimer sa propre position à tout prix et de promettre à la population que nous aurons du succès. Que ces 2 critères ne vont pas ensemble, c'est en quelque sorte un sous-problème logique que l'on contourne élégamment et que l'on parvient encore aujourd'hui à maintenir tous les 2. Et oui, c'est en principe intéressant. Et c'est bien sûr l'un des points où l'on peut vraiment recommander au public, s'il vous plaît, les gens, activez simplement votre pensée logique. Parfois, lorsqu'on vérifie des affirmations médiatiques, on a le problème suivant. Il me manque des connaissances préalables, je ne peux pas vraiment juger parce que je sais si peu de choses sur le pays, l'histoire, certaines constellations d'intérêts géostratégiques, etc. Mais les choses que vous venez de mentionner, ce sont vraiment des cas où la pensée logique aide, où l'on peut dire « Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas ». Si on me raconte les 2 versions, c'est tout simplement impossible. Donc tout le récit, toute l'intention ne tient pas non plus. Là, je dois être attentif et enquêter. C'est donc un point très important et si le public faisait cela, on aurait déjà fait un grand pas en avant. Oui, mais c'est perfide, ces petits jeux avec et aussi avec la capacité de compréhension et la pensée des gens. Je trouve cela relativement perfide d'exiger que certaines choses soient simplement crues, même si elles sont contradictoires.
Ce qui m'amène à un autre point. Comment les médias parviennent-ils à faire en sorte qu'un bon nombre de personnes ne veuillent plus comparer ce qui est semblable, qu'elles ne puissent plus mettre sur le même plan ce qui est équivalent? Il me vient à l'esprit, par exemple, que l'usage de la force par Israël est toujours présenté comme légitime et globalement acceptable, tandis que toute forme de recours à la violence du côté palestinien, et je ne parle pas seulement du Hamas, mais aussi d'autres groupes par le passé, est systématiquement qualifiée de terrorisme radical et de crime contre l'humanité. Et beaucoup de gens se voient ainsi privés de la possibilité de dire « Attendez, les deux parties recourent à la violence. Pourquoi n'a-t-on pas le droit de comparer cela? Car en Allemagne, rien que d'affirmer cela est quasiment passible de sanctions en ce moment. Si l'on dit « Non, non, le Hamas a un droit à l'autodéfense », celui qui dit cela peut aujourd'hui avoir des problèmes en Allemagne. C'est vrai, il faut vraiment souligner que la pression pour imposer ce monopole de l'interprétation est énorme. Mais malgré tout, on ne peut pas dire que ce soit uniquement le mérite des médias. Il faut vraiment aussi regarder du côté du public. Il se peut que les médias utilisent ces méthodes manipulatrices, n'est-ce pas? Qu'ils agissent exactement comme vous l'avez décrit. Et bien sûr, les médias veulent influencer le public dans le sens de ce journalisme orienté, dans le sens d'une interprétation du monde à travers le prisme allemand. Mais il faut tout de même constater, pour que cela fonctionne, il faut aussi que le public soit prêt, d'une certaine manière, à y croire. Même le plus gros titre ou l'image la plus émouvante doit être perçue, réfléchie et jugée digne de confiance, plausible ou quelque chose comme ça, par l'esprit d'un consommateur de médias. La communication d'un émetteur, ici les médias, avec un récepteur, en l'occurrence le public, ne fonctionne pas autrement. Et on le remarque déjà, accorder sa confiance, croire les médias, c'est autre chose que d'être prêt à remettre en question les informations quotidiennes et à les interroger par des opérations de pensée simples, comme nous venons de le faire. Vous l'avez d'ailleurs très bien dit, si à la première minute, quelqu'un est considéré comme terroriste à cause de ses moyens violents, et qu'à la minute suivante, ces mêmes moyens, et même de façon démultipliée, sont considérés comme une réaction légitime, ce serait Israël, ou comme une opposition justifiée, ce serait la Syrie. Alors d'un point de vue logique, c'est absurde. Et si une telle réflexion critique et remise en question de la part du public n'a pas lieu, il faut alors constater que le public lui-même ne recherche pas simplement de l'information ou des nouvelles fidèles à la vérité, mais qu'il possède une sorte de disposition fondamentale à écouter les informations sur le monde depuis une perspective nationale, et qu'il renonce ainsi volontairement, pour ainsi dire, à ses certes limitées, possibilités de vérification et de critique. Cela se manifeste aussi par le fait qu'il existe justement des portails critiques envers les médias ou des reportages alternatifs. Mais ceci reste malgré tout la critique des médias, des outsiders dans le discours national. Pourtant, toute personne insatisfaite de la couverture des médias dominants pourrait les trouver. Avez-vous le sentiment que le public allemand, tout simplement, ne fait pas preuve d'assez d'esprit critique face aux informations qu'on lui sert? Est-ce donc un problème national en Allemagne que la critique soit trop peu pratiquée? Bien sûr, absolument, mais je ne pense pas que ce soit entièrement limité à l'Allemagne, pour ainsi dire. Ce sont certainement des réflexions qui s'appliquent aussi à d'autres pays, à d'autres populations. C'est donc vraiment un phénomène intéressant, l'attitude des consommateurs de médias. Je pense en fait, si l'on pense à Manufacturing Consent de Chomsky, que c'est un point qui y manquait,
C'est pourquoi je voudrais à nouveau attirer l'attention sur mon livre. Je crois vraiment avoir trouvé et analysé un point important qui, à mon avis, manquait encore dans les théories critiques des médias, les conceptions de la manipulation, etc. Oui, et pour tout le monde encore une fois. Le livre s'appelle « Médias et pouvoir », si je me souviens bien. Je veux bien le montrer à nouveau, bien sûr. Medien macht Meinung auf dem Weg in die Kriegstüchtigkeit und ich entschuldige mich. Normalerweise stelle ich die Bücher am Anfang immer vor, aber ich habe das jetzt aus irgendeinem Grund weggelassen. Les médias façonnent l'opinion sur la voie de la préparation à la guerre. Vous y avez consacré de nombreuses années, y compris dans vos recherches. Comment la Chine est-elle actuellement présentée dans les médias allemands? Pour le moment, c'est en fait principalement négatif. Si l'on regarde un peu en arrière, on peut dire que cela n'a pas toujours été le cas. Il y a eu assurément une représentation ambivalente. Pendant un certain temps, les succès de la Chine ont également été constatés, disons son développement considérable, ses performances technologiques de pointe aujourd'hui, les résultats PISA des élèves chinois, et ce genre de choses étaient rapportés de manière impressionnée. Et cela a d'ailleurs été intéressant, car on peut se demander ce qui impressionnait les journalistes et les lecteurs à ce moment-là. Eh bien, pour le dire assez banalement, il s'agissait du succès de la Chine dans des domaines, à savoir l'argent et le pouvoir, que l'on s'attribue en fait ici en Allemagne. Et de ce point de vue, il était intéressant que ce pays d'Asie réussisse soudainement dans ces domaines. Mais aujourd'hui, on rapporte clairement sous le ton « La Chine représente une menace ». J'ai dressé une petite liste de publications, toutes issues des 20 dernières années. La Chine, une puissance mondiale de retour, le défi chinois, le siècle asiatique, rivaux mondiaux, l'ascension inquiétante de la Chine et l'impuissance de l'Occident. Le choc chinois, la danse du dragon, l'ascension de la Chine en tant que puissance mondiale et ce que cela signifie pour nous, la mainmise de la Chine sur l'Occident, la conquête silencieuse, la fin de l'illusion chinoise, la route de la soie sale. On l'entend vraiment. C'est une série sans fin, avec toujours la même question, à savoir que signifie cette nouvelle Chine pour l'Allemagne, pour son succès sur le marché mondial et dans la concurrence entre États. Et il semble aller de soi ici, que ce soit la question posée lorsqu'on fait une étude de pays. C'est tout de même intéressant. Non, excusez-moi. Continuez, s'il vous plaît. Donc, c'est particulièrement intéressant pour la raison suivante. Moi-même, je viens du mouvement du tiers-monde des années 70, et à l'époque, il y avait cette idée volontiers propagée des pays en développement. Cela ressemblait à ceci. Ces États tout juste libérés du colonialisme devaient maintenant se développer avec le soutien des nations occidentales, puis rattraper leur retard économique et politique. Et maintenant, on a un pays qui, en quelque sorte, c'est en fait le seul pays qui a rattrapé économiquement et politiquement, qui rencontre aujourd'hui les nations occidentales établies d'égal à égal, et l'on voit comment on se comporte désormais face à ce pays. Absolument pas avec enthousiasme, avec des applaudissements, avec un « oui, bravo, vous êtes le modèle pionnier pour les pays du Sud global » ou quelque chose de ce genre. C'est intéressant. Bien sûr, les pays occidentaux ne s'étaient pas imaginé cela, ils ne l'avaient pas prévu. Et ils ne voulaient pas non plus que cela arrive lorsqu'à partir des années 80, ils ont encouragé leurs capitaux à investir en Chine. Voilà la raison. La Chine est en quelque sorte la plus grande et la plus retentissante gifle à l'encontre de l'idée de Francis Fukuyama, de l'idée libérale de la fin de l'histoire. Il n'a jamais voulu dire par là que l'histoire s'arrête en général.
il voulait dire qu'il est désormais clair quel modèle de société fonctionne et quel modèle de société ne fonctionne pas. Et nous, en Occident, en Europe, en Amérique, au Japon, donc les pays capitalistes, les démocraties libérales, nous avons prouvé que nous sommes capables de vivre. Les autres, et surtout le système communiste, sont incapables de survivre. Et c'est pourquoi nous allons tous maintenant vers cet avenir libéral. Et la Chine a maintenant prouvé que c'était le plus grand mensonge. Est-ce aussi un élément de ce qui est actuellement perçu en Europe, et surtout en Allemagne, comme une menace, à savoir que l'on n'a plus le seul système fonctionnel et possible, mais qu'il existe désormais des contre-modèles? Ou bien vais-je déjà trop loin dans mon interprétation? Oui, la Chine n'est en réalité plus perçue comme un pays socialiste ou communiste dans ce sens. D'ailleurs, je ne le dirais pas non plus, mais elle est perçue comme un État autoritaire. Et l'affirmation est que, en tant qu'État autoritaire et désormais économie prospère à l'échelle mondiale, elle représente un concurrent systémique. Il existe bel et bien l'idée que la Chine voudrait, en quelque sorte, imposer au reste du monde sa manière de faire de l'État, de gouverner, et qu'elle constitue ainsi une menace pour nos démocraties libérales. Je trouve cela très intéressant, car la Chine affirme toujours que le principe fondamental est la non-intervention dans les autres États. En réalité, les seuls États qui cherchent constamment à imposer leur propre modèle aux autres et qui exigent, parfois sous la menace de la force, qu'ils changent, ce sont l'Europe et l'Amérique. Cette projection est tout de même fascinante, non? Oui, je me dis ça aussi parfois. Évidemment, on ne peut pas penser différemment des autres pays que de la façon dont on agit soi-même avec le reste du monde, et on leur attribue forcément les mêmes intérêts, la même stratégie, alors que la Chine a vraiment proclamé 1000 fois que son système de gouvernement est le sien, qu'il correspond à ses besoins, et qu'elle n'a absolument ni l'intérêt ni l'intention de l'imposer à qui que ce soit dans le monde. Contrairement, en fait, à la démocratie libérale occidentale, que l'on considère ici en Occident comme la seule forme possible de gouvernement, qu'on identifie en quelque sorte au droit international et aux droits de l'homme. Et c'est pourquoi on exige de tous qu'ils s'y conforment. Et si quelque chose est différent chez eux, cela est décrit comme un déficit, comme une déviation de ce qui est censé être valable. Oui, et je pense que ce dont nous discutons ici, ce n'est évidemment pas une subtilité académique. Les reproches adressés aux Chinois, vous n'avez pas de parti, pas de concurrence entre partis, pas de parlement librement élu, etc. Ce ne sont pas des subtilités académiques, c'est vraiment le titre sous lequel la prochaine guerre mondiale doit pratiquement être menée. C'est ainsi que les États-Unis l'ont annoncé. Et ici en Europe, dans l'opinion publique allemande, on s'y rallie littéralement. Cela m'amène à la question de la création d'ennemis. En anglais, ce discours s'appelle aussi le China Threat, c'est-à-dire la menace que représenterait la Chine, un discours largement repris en Europe. Pourtant, cela a encore moins de sens pour l'Europe et pour l'Allemagne, car la Chine est vraiment très éloignée. Je peux encore comprendre, dans une certaine mesure, que les États-Unis voient la Chine de l'autre côté du Pacifique. Mais pour l'Allemagne, il faut vraiment chercher loin pour que la Chine touche d'une quelconque manière les intérêts allemands, à part par le commerce, qui implique toujours une certaine réciprocité. Mais cette création d'ennemis qui a lieu fait également l'objet de recherches, par exemple par le Dr Jonas Tögl, qui a écrit un livre sur la guerre cognitive de l'OTAN, un livre très intéressant. L'OTAN déclare officiellement, oui, la guerre cognitive est quelque chose que nous pratiquons à l'extérieur, donc contre d'autres populations, mais aussi à l'intérieur, car nous devons également influencer notre propre population.
Cela est alors présenté sous le terme de résilience, c'est-à-dire protéger sa propre population contre les récits malveillants et néfastes venus de l'étranger. Mais cela est clairement traité comme de la guerre cognitive. Voyez-vous, en lien avec la Chine, de telles démarches officielles ou semi-officielles visant à créer clairement une image d'ennemi en Allemagne. Ein Feindbild in Deutschland zu schüren. Ja, also, eigentlich hätte ich jetzt geantwortet. Oui, en fait, j'aurais répondu maintenant. Les journalistes allemands n'ont en réalité pas besoin d'instructions venues d'en haut, ni de l'OTAN ou de ce genre de choses. Ils agissent déjà selon leur propre intérêt national. Et on voit d'ailleurs, vous avez dit que la Chine est incroyablement lointaine, mais on constate bien sûr que les intérêts allemands sont mondiaux, c'est tout à fait évident. L'Allemagne se considère elle-même comme une puissance économique et politique qui est concernée par tout ce qui se passe sur cette planète. C'est ainsi que ses définitions d'intérêts sont aussi vastes. Il y a véritablement des vagues de campagnes d'accusation contre la Chine qui concernent d'une part son économie expansive. En ce moment, les voitures électriques inondent les marchés européens, c'est un des sujets. D'autre part, sa répression politique. Elle agit avec violence d'État contre, disons, les étudiants de Hong Kong, les Ouïghours, les Tibétains, etc. Elle agit de manière néocoloniale dans le Sud global, et ainsi de suite. Ce sont vraiment des projets de type campagne, des vagues qui traversent l'Allemagne. Et, bien sûr, je vous donne raison des affirmations comme celle selon laquelle un génocide serait commis contre les Ouïghours. Cela vient effectivement des plus hauts niveaux du gouvernement américain et a été véritablement ancré dans tous les domaines des médias occidentaux, puis repris et soutenu. Donc là, on peut vraiment le constater. Sinon, je dirais que les journalistes, d'une part, ont leurs propres intérêts, et d'autre part, ils sont assez créatifs pour créer eux-mêmes les éléments de l'image de l'ennemi. C'est ce qu'on appelle une couverture sélective. On minimise le positif et on amplifie le négatif. Les doubles standards. Quand nous faisons quelque chose, c'est différent que lorsque la Chine le fait. Ou encore des interprétations malveillantes. S'il y a de la corruption, des violences policières ou de la censure là-bas, c'est systémique. Si cela se produit chez nous, c'est l'exception, la déviation par rapport à la norme, et ainsi de suite. Tous ces aspects, ils les maîtrisent de manière tout à fait professionnelle et le font déjà par intérêt propre. Mais bien sûr, il y a aussi cette loi sur la désinformation de l'OTAN, et quelqu'un qui écrit autre chose que les récits essentiels souhaités n'est plus considéré comme quelqu'un qui diffuse de l'information, mais comme un désinformateur. Tout cela est désormais déjà établi. Pouvez-vous préciser cela brièvement? Je n'en étais pas conscient. Existe-t-il en Allemagne une loi sur la désinformation ou une réglementation issue de l'OTAN? Nous venions à l'origine de l'OTAN, et cela a en fait été soulevé lorsque, à l'époque, il s'agissait d'ancrer cette interprétation des événements liés à Navalny dans les médias allemands ou européens. Cela venait donc de l'OTAN, mais a ensuite été véritablement repris par l'Human Tormel et a désormais le caractère d'une loi. Il existe l'accusation de désinformation et en Allemagne désormais aussi l'accusation de délégitimation de l'État allemand. Ainsi, l'incompréhension dans des nationaux puissants peut effectivement être sanctionnée de sens. La délégitimation de l'État, depuis quand ça fait-il partie du code pénal en Allemagne? Je ne sais même pas si cela fait déjà partie du code pénal. C'est la dernière ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, qui a lancé ce sujet. Je devrais moi-même vérifier comment cela est inscrit dans la loi. Mais nous constatons également, en conclusion, qu'actuellement l'Allemagne s'oriente vers la création de nouvelles réglementations
afin de catégoriser les flux d'informations et d'interdire définitivement les flux d'informations indésirables. C'est déjà le cas en ce moment, n'est-ce pas? Absolument. En fait, on pourrait qualifier cela de façon euphémique de situation d'information très encadrée. Et cela conduit évidemment au fait que la population en Allemagne n'est plus vraiment bien informée sur l'état des choses dans le monde, sur les conflits, les guerres, les négociations, etc. On peut effectivement le constater ainsi. Pour moi, c'est extrêmement préoccupant. La pensée assistée, il ne faut pas que cela soit vrai, qu'on retombe là-dedans. D'ailleurs, ni les médias allemands, ni le gouvernement allemand ne voient la moindre contradiction dans le fait de brandir très haut la bannière de la liberté d'opinion et de la liberté de la presse face aux États qu'ils considèrent comme problématiques, la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, etc. Cela ne leur pose absolument aucun problème. Il est également intéressant de constater que la population en Allemagne pense de manière assez similaire. Il n'y a donc pas de protestation massive de la part de la majorité lorsque tout cela est mis en œuvre. Je ne peux l'expliquer que par le fait qu'une bonne partie de la population, et pas seulement en Allemagne, mais en Europe en général, souhaite être protégée des informations qu'elle n'a pas envie d'entendre. Madame Dr. Dillmann, c'était très intéressant. Les personnes qui souhaitent trouver vos livres et vos écrits, où devraient-elles aller sur Internet? Il suffit d'aller sur mon site, renadillmann.de. D'accord. Je vais l'ajouter dans la description de la vidéo. S'il vous plaît tout le monde, regardez les livres de Madame Dillmann. Madame la docteure Renate Dillmann, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Je vous remercie pour l'invitation. J'ai trouvé que c'était une discussion très intéressante. Merci.